Il est 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le président Diomaye Faye plaide pour la souveraineté vaccinale. Au Forum de Paris, le chef de l'État a appelé à la mobilisation des ressources pour soutenir l'Alliance mondiale pour la vaccination. Le président de la République a également eu un entretien avec son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée. Au menu des échanges, la revue de la coopération bilatérale. C'est parti pour le baccalauréat technique. 3411 candidats pour décrocher le précieux Sésame. Partout, des dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Assurance du ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Diek Sarré, a fait le tour de quelques centres de Dakar pour un état des lieux. Grosse fouille au camp pénal, du matériel électronique, de la drogue et divers autres objets saisis par l'administration pénitentiaire. C'est suite au refus de certains détenus de répondre à l'appel nominatif. Ziguinchor a un nouvel évêque. Abbé Jean-Baptiste Walter Manga a été nommé par le pape François. Il a reçu la nomination des mains du nonce apostolique à Dakar. Il succède ainsi à Paul Abel Mambadiata, évêque de Tamba. 1800 milliards de francs CFA décaissés par l'État pour subventionner l'énergie ces 3 dernières années. Le FMI suggère un meilleur ciblage des fonds dans des programmes prioritaires. Le Sénégal, qui a levé récemment 450 milliards de rebonds, entrevoit des perspectives de croissance prometteuses. On en parle dans la rubrique économie de ce jeudi. Bienvenue à tous. Pour une souveraineté vaccinale, le président Bassirou Diomaye Faye s'engage au Forum de Paris. Le chef de l'État a appelé à une mobilisation des ressources pour soutenir l'Alliance mondiale pour la vaccination, communément appelée Gavi. Le rôle important du Sénégal dans la production de vaccins a été salué lors de la rencontre. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Mamadou Belem et Oumar Ning. Au Quai d'Orsay, le président Bassirou Diomaye Faye fait partie de ces dirigeants très attendus pour un rendez-vous dont l'objectif est double. Lancer l'accélérateur africain de fabrication de vaccins et lever des fonds pour le financement de Gavi, car la situation est complexe. L'histoire récente de la pandémie Covid-19 nous a montré combien nous étions vulnérables, mal préparés face aux pandémies, et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. Il y a un peu plus de 4 ans, la Covid avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts en tant que pays pionnier, avec un avantage comparatif, des acquis sur lesquels revient le président Bassirou Diomaye Faye. L'Institut Pasteur de Dakar a fabriqué son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1937. Ce même vaccin a reçu la préqualification de l'OMS en 1966, donc depuis plus de 50 ans. Dans la perspective de la consolidation de ces acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, l'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Ce programme vise à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production pharmaceutique, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'utilisation des produits par les bénéficiaires. La réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation. Le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine, épidémiques ou pandémiques,
et utilisera les 3 plateformes technologiques dont l'ARN messager. Fort de ce rôle important dans la production de vaccins, le chef de l'État a donc compris la nécessité pour le Sénégal de soutenir Gavi dans ce projet continental. En tant que pivot essentiel de la solidarité et en reconnaissance des immenses services qu'il rend aux pays bénéficiaires, Gavi mérite le soutien continu de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de la République du Sénégal, je lance un appel à tous les pays et institutions partenaires afin qu'ils contribuent généreusement à la reconstitution des fonds de Gavi pour la période particulièrement de 2026 à 2030. Soutenir le financement de Gavi, c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants, des générations actuelles et futures. Je serai engagé dans cette campagne pour Gavi et je vous y invite tous. Le président Bassirou Diomaye Faye a donc répondu à l'appel. Sa présence au Forum de Paris est la preuve que le Sénégal est un allié de poids dans la lutte pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. En marge du Forum de Paris, le président Diomaye Faye est reçu à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron, tête-à-tête au cours duquel les 2 hommes ont passé en revue la coopération bilatérale. Les 2 chefs d'État s'engagent ainsi à renforcer les relations anciennes sur la base d'une démarche rénovée et adaptée aux mutations actuelles. Nous retrouvons Oumar Nying. Élysée côté jardin. Mise en place pour un décor solennel annonçant l'arrivée du président de la République du Sénégal. Pour un premier contact, l'atmosphère est plutôt chaleureuse. La poignée de main immortalisée est accompagnée de mots de bienvenue du président Emmanuel Macron, visiblement heureux de recevoir la visite du président Bassirou Diomaye Faye. À l'Élysée, le chef de l'État est venu avec des ministres membres du gouvernement et de son cabinet. Après la présentation de cette délégation, les 2 chefs d'État se sont retirés pour déjeuner ensemble. Un moment convivial qui leur permet d'échanger sur la coopération entre le Sénégal et la France. La volonté des 2 chefs d'État est de renforcer les relations multiformes et anciennes avec une démarche rénovée tenant compte des mutations actuelles et des priorités respectives. Un long entretien à l'issue duquel le président Emmanuel Macron a raccompagné son hôte dans une ambiance empreinte de grande cordialité. Notez aussi que le chef de l'État s'est également entretenu avec le président Paul Kagame, présent au Forum de Paris sur la vaccination. Ils ont évoqué le renforcement des relations entre le Sénégal et le Rwanda. Chez nous, pour signaler le démarrage du baccalauréat technique, 3411 candidats répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Sarré, a parcouru les établissements scolaires pour évaluer le dispositif mis en place. Le reportage de Ndaï Koumba Ndiaye.
Le ministre de la Formation professionnelle a effectué une visite au centre d'examen Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves du bac technique. Sur place, il s'est dit satisfait du dispositif mis en place. D'une façon générale, nous sommes particulièrement satisfaits de cette organisation et au nom du président de la République, nous remercions le personnel enseignant, l'administration et surtout les élèves qui aujourd'hui sont en train de se battre pour obtenir ce sésame pour continuer leur carrière. Pour cette année, il y a 3411 candidats répartis dans 17 jurys. Des innovations ont été notées. Nous avons jugé nécessaire de pouvoir informer les élèves avant de venir au niveau du baccalauréat. Parce que les convocations ont été déjà envoyées depuis le mois de mai, ce qui permet à l'élève de savoir quelles sont les épreuves qu'il aura à subir au niveau du second groupe d'épreuves. L'innovation aussi, c'est aussi, on a des super présidents de jury qui vont aller regarder les corrections, parce que la correction aussi, elle est importante. Il y a des jurys des superviseurs qui vont regarder les barèmes de correction, les grilles de notation pour qu'au moins tous les élèves au niveau du Sénégal soient corrigés de la même manière. Le nombre de candidates a aussi sensiblement augmenté. Un pas important pour la promotion de l'éducation des filles. Le nombre de filles est également important puisque nous avons 1880 candidates dans ces examens-là. Nous nous en félicitons également et nous avons comme objectif pour les prochaines années, d'avoir plus de candidats et plus de réussite dans les examens. Donc il faudrait qu'on puisse regarder comment maintenir ces filles dans le système éducatif pour que, du moment comme elles sont performantes au niveau lycée-collège, qu'elles puissent tirer l'enseignement vers le haut. Le ministre a réitéré la volonté de l'État du Sénégal de tout mettre en œuvre pour consolider le rayonnement du système éducatif. À Saint-Louis, 299 candidats recensés pour décrocher le précieux sésame. Les autorités se félicitent de la bonne organisation au lycée technique André Pétarvin, l'unique centre d'examen de la région. À Saint-Louis, nous retrouvons Abdouad. Sur 303 candidats inscrits à Saint-Louis, 299 ont répondu à l'appel. En ce premier jour d'examen du baccalauréat technique, le préfet de Saint-Louis s'est rendu au lycée André Pétarvin, l'unique centre de la région, pour constater le démarrage effectif des épreuves. Et au terme de cette visite, il y a lieu de se féliciter de ce qu'on a constaté ici. Effectivement, les épreuves ont démarré à l'heure convenue. Les candidats sont venus massivement, car comme vous le savez, sur 303, 299 sont présents, d'où un taux de présence de 98%. Également, il faut noter la présence de la sécurité. Et de manière générale, il faut dire que les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions. Les épreuves ont démarré à 7h30. La sécurité, la surveillance sont au rendez-vous. Les candidats concentrés sur leur sujet. Un ensemble d'éléments qui ravit les autorités académiques satisfaites de l'organisation. Nous sommes venus donc voir est-ce que certaines mesures prises en amont sont au rendez-vous, notamment la sécurité qui est bien gérée par la police, la présence des candidats, mais aussi le nombre de surveillants convenables qu'il faut donc pour dérouler ce bac, donc qui est très important et qui devance le bac général. Donc, en somme, nous sommes satisfaits par rapport aux dispositions prises et l'engagement de tous les acteurs pour que le bac soit une réussite. Pour l'instant, les épreuves sont en train de se dérouler correctement. Le jury est composé de 4 séries. La série STEC, la série STDI, la série T1 et la série T2. Saint-Louis a enregistré 84 candidats de plus que l'année dernière. L'examen du baccalauréat technique se déroule sur 5 jours. En plus des épreuves sur table, d'autres sont prévues dans les salles de travaux pratiques. Et selon la directrice générale de la formation professionnelle, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement des épreuves. Madame Maïmouna Kanté Camara était l'invitée du Trésor. On l'écoute. Il a été instruit aux établissements, au centre, en tout cas avec l'Office du bac, les académies, sur le plan organisationnel, d'abord un nettoiement des lieux, de rendre propre, accueillant les lieux, ce qui a été fait. Nous avons été sur le terrain d'abord, ça a été fait et très bien fait. C'est le lieu de féliciter les chefs d'établissement. Mais aussi,
en amont. En amont, les convocations, disent-ils, sont arrivées à temps. Les apprenants ont été sensibilisés d'une manière générale, surtout par rapport au téléphone portable qui, connecté, devient véritablement un facteur d'exclusion. Donc, ils ont été à suffisance, en tout cas, sensibilisés sur ce fait-là. Mais c'est le lieu aussi de féliciter l'Inspection générale de l'éducation et de la formation. Dans la totalité, les formateurs, les chefs d'établissement, et tout cela au nom de M. le ministre Amadou Ndiack Sarré. Et quelles sont les filières concernées et combien de candidats y a-t-il cette année? Alors, pour ce bac technique, technologique, nous avons aujourd'hui la filière F6. Nous avons la T1, la T2, la STEC, les sciences de l'économie et de gestion, et la série STI 2D, la série de sciences industrielles et développement durable. Alors, ça nous fait 6 séries. Les apprenants ont commencé à composer aujourd'hui. Et pour cette année-ci, nous avons 3411 candidats. Comment analysez-vous ces chiffres? Le nombre a augmenté ou diminué entre-temps? Légèrement augmenté quand même. Nous sommes dans le même tempo que l'année passée. Mais nous nous réjouissons de la part des filles par rapport à cet examen. Elles représentent 55% du total de ce bac technique, technologique. Notamment 1880 filles sur les 3000. C'est assez notable et assez remarquable. Une dernière question, Madame Camara. Comment les établissements se sont préparés globalement à ces examens? Alors, ça a été une année scolaire où il fallait surtout qu'aujourd'hui, on met en œuvre des programmes selon l'approche par les compétences. Il fallait à tout prix le nombre d'heures que ça soit effectué en réel. Et ça a été une bataille, vu les moments de non-fonctionnalité des établissements. Ça a été une bataille, une dure bataille. Mais à l'image, en tout cas, de ce que nous avons vu aujourd'hui, nous sommes rassurés et nous restons. Nous terminerons par des prières pour nos jeunes enfants pour que ce parchemin-là, qui n'est pas le fin d'un parcours, mais qui est le début d'un parcours. Dans un tout autre domaine, des dizaines de téléphones, des cartes SIM, des clés USB, du chanvre indien, des couteaux et autres objets tranchants ont été trouvés par les agents de l'administration pénitentiaire du camp pénal lors des fouilles opérées dans les chambres des détenus. Des fouilles menées justement après les événements survenus hier mercredi dans la matinée. Tout est parti d'un refus de certains détenus de la chambre 8 de répondre à l'appel nominatif. Explication Moussamane. Des prises exposées comme des trophées de guerre. Ces images sont d'une extrême exclusivité car pour la première fois, une caméra pénètre dans ce lieu. 24 heures après les événements du camp pénal, la découverte que nous allons faire est absolument effrayante. Il essaie à chaque fois de dissimuler les objets prohibés de manière astucieuse. Du coup, très astucieux, comme un détenu qui a coupé des pages d'un exemplaire du Saint-Coran pour y cacher son téléphone. Une panoplie d'objets qui attestent du niveau d'insécurité qui régnait dans la prison. Une insécurité à laquelle les nouvelles autorités de l'administration pénitentiaire restent décidées à faire face. À la suite de la fouille, nous avons saisi beaucoup de téléphones portables, une quantité non négligeable de chanvre indien et des instruments, exemple des cuillères transformées en armes, en vue de se défendre en cas de fouille ou bien même des risques entre détenus. Pour le directeur de la sécurité pénitentiaire, les agents ont agi conformément aux dispositions légales qui encadrent l'usage de la force en milieu carcéral en cas de refus ou de troubles notés chez les détenus. Les agents ont procédé à des négociations pour les réintégrer dans les chambres. Malheureusement, certains détenus ont systématiquement refusé. Et par vagues, par des insultes, par des insultes, ils ont obligé les agents à employer la force en vue de les réintégrer dans les chambres. Et même les armes qui sont utilisées en milieu carcéral, ce sont des armes non létales en vue de faire du maintien de l'ordre pour permettre aux détenus de réintégrer beaucoup plus facilement dans les différentes chambres. Donc, une situation parfaitement sous contrôle, un retour au calme qui contraste aujourd'hui avec la chaude journée du mercredi.
où beaucoup d'objets ont été incendiés par des détenus et des tirs de lacrymogènes. Jusqu'à présent, je puis vous assurer, et de manière formelle, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés, ni du côté des agents, encore moins du côté des détenus. Le maintien de l'ordre en milieu carcéral se pratique de manière graduelle. À chaque fois, le personnel pénitentiaire privilégie la négociation avant d'entamer l'usage des armes. En visite sur les lieux après les événements, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a salué le professionnalisme des agents de l'administration pénitentiaire en poste. Il a aussi ordonné une enquête, laquelle enquête a commencé à révéler ses premiers éléments. Et dans ce sens, les meneurs ont été appréhendés, ils sont en cellule présentement, et des enquêtes seront menées pour la suite à donner. Compte tenu de la situation de crise, il y aura des restrictions, notamment par rapport aux visites et aux promenades. Toutefois, avec le développement de la situation, s'il y a moins de tension, les choses vont revenir à la normale, à la satisfaction de tous. En attendant, le calme est revenu au camp pénal. Les détenus sont tous retournés dans leurs chambres. Mais pour l'administration pénitentiaire, pas question de baisser la garde. La vigilance reste de mise. L'établissement, comme d'autres du pays, fait face à la surpopulation carcérale. Une situation qui interpelle au plus haut sommet de l'État. Économie, à présent, 1800 milliards, c'est l'enveloppe dégagée par l'État du Sénégal pour les subventions de l'énergie des 3 dernières années. Le FMI suggère un meilleur ciblage des subventions et l'utilisation des fonds dans les programmes prioritaires. Le Sénégal, qui a levé récemment 450 milliards de rebonds, entrevoit des perspectives de croissance prometteuses. Selon toujours le FMI, on en parle tout de suite dans la rubrique économie avec Aminata Mbengfal. Le Sénégal dépense plus de 4% de son PIB dans les subventions de l'énergie pour maîtriser les prix de l'électricité, du gaz butane et du carburant. Ces 3 dernières années, elles ont coûté à l'État 1800 milliards de francs CFA. Les FMI alertent et souhaitent un meilleur ciblage de ces subventions. 1800 milliards de francs CFA sur des subventions non ciblées, très coûteuses sur le budget et qui pèsent de façon à éviter le Sénégal à dépenser plutôt ces dépenses sur l'éducation, sur la santé, sur les investissements. Et donc, il serait important que ces subventions soient ciblées, comme nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas contre les subventions, mais il faut qu'elles soient ciblées. Je donne toujours l'exemple que le FMI au Sénégal ne devrait pas bénéficier, par exemple, de ces subventions. Ça, c'est juste un exemple à donner. Et il y en a tant d'autres, les ambassades, les partenaires internationaux qui sont au Sénégal. Il est inconcevable qu'ils puissent bénéficier de ces subventions. Ils n'en ont pas besoin. Le FMI, en tout cas, n'en a pas besoin. Ça, c'est pour sûr. Ces subventions devraient baisser en 2025 avec les nouvelles formules de prix des produits pétroliers, l'audit de la Sénélec pour une nouvelle structure de prix. En ce qui concerne les perspectives économiques, le déficit budgétaire du Sénégal se situe à 4,6% en 2024, alors que l'objectif était de 3,9% du PIB. Une situation due à 3 facteurs. Premièrement, le paiement plus élevé des intérêts sur le service de la dette. Deuxièmement, une allocution accrue pour les subventions énergétiques en raison d'absence d'action politique et aussi pour allier des impayés des années précédentes. Et troisièmement, à cause de l'impact de la croissance qui a été révisé légèrement à la baisse. Pour résorber ce déficit budgétaire, l'État du Sénégal a réalisé il y a 2 semaines sa 7e émission de rebond en mobilisant plus de 450 milliards de francs CFA sur le marché international de la dette. Nous estimons qu'il y a un surfinancement pour cette année, c'est-à-dire que le gouvernement a plus de liquidités dont il a besoin, en plus de l'endettement au niveau du marché régional. Et donc, ce que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement, c'est peut-être utiliser ce surfinancement afin de faire des opérations de gestion du passif, c'est-à-dire racheter une dette à court terme, plus coûteuse, par cette liquidité qui est un peu plus à long terme et moins coûteuse. Et ceci permettra, premièrement, de baisser le niveau de la dette. Deuxièmement, de réduire ce surfinancement parce que c'est un financement qui coûte. C'est de l'argent qui est à la Banque centrale que le gouvernement pourra utiliser autrement et renforcer la soutenabilité de la dette.
L'assainissement des finances publiques devrait se poursuivre en 2025 pour avoir un impact réel. Premièrement, la mobilisation des recettes fiscales pour atteindre l'objectif du gouvernement de 20%, qui fait partie de la stratégie des recettes à moyen terme du gouvernement sénégalais. Deuxièmement, la rationalisation des exonérations qui pèse beaucoup sur le budget et ce qui est un manque à gagner assez considérable au niveau des recettes. Elles sont estimées à peu près, ce manque à gagner, à 800-900 milliards de francs CFA. Troisièmement, la réduction progressive des subventions à l'énergie qui sont non ciblées et très coûteuses. Pour les prévisions de croissance, elles sont maintenues à 7,1% en 2024 et devraient atteindre 10,1% en 2025. Selon le FMI, l'inflation va continuer à baisser pour arriver en deçà des 4% au moment où le nouveau gouvernement compte appliquer cette semaine les nouvelles mesures pour la baisse du coût de la vie. Fini la Tabaski, mais Dakar peine à retrouver son rythme habituel. L'heure est au compte en considérant le nombre de presque 900 000 moutons au prix moyen de 100 000 francs par tête. On aura à dépenser 90 milliards de francs CFA. Ajoutez-y les vêtements, le transport et divers autres appuis sociaux. Vous verrez que le carnet des dettes est sans doute rempli. Tabaski Kourayel, c'est une chronique signée Omar Diawa. La Tabaski est terminée, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une paracousie, hallucination auditive, enfin fini dans les normes. Mais en circulant dans Dakar fantomatique, on se demande bien où chercher la normalité et si on en a vraiment fini avec la fête du mouton, ou plutôt la fête au mouton, car la bête sacrifiée pour la rédemption, le pardon de pécheurs impénitents et pour le ventre n'a certainement pas été au sens profane à la fête. Près de 900 000 ont été pour l'occasion conduits à l'autel. Pour la religion, aucune oblation n'est assurément de trop. Se lancer dans le business de l'élevage devient alors une piste intéressante que l'on soit gaïnako, de père en fils, fonctionnaire, acteur du secteur privé, de l'informel, chômeur, malfaiteur, migrant de retour ou retraité. Même les pêcheurs déserteurs d'une mer de moins en moins généreuse peuvent se reconvertir et utiliser leur filet au sec en protection d'enclos. Une telle dynamique de reconversion permettrait de résorber le gap et d'accélérer l'atteinte de l'autosuffisance ovine et caprine. Les camélidés, qui ne sont pas le premier choix pour l'aide, pourront attendre, laisse dromadaires et chameaux blatérés. Un jour viendra, si loin, si proche. Pour le moment, nous importons des animaux sur pied et des produits surgelés, décongelés puis recongelés, au mépris ou dans l'ignorance des règles de conservation des produits alimentaires et des cycles enzymatiques. Compliqué tout ça, mais comprenons que procéder de la sorte n'est pas bon. Après donc avoir ingurgité le 10e de notre ration annuelle de viande en une seule journée, on confie au frigo ou au congélo poussif les restes avec les morceaux choisis et des tripes. Tout ça finira dans la sauce d'un copieux et gras couscous la tamkharit. La solidarité voudrait qu'une partie de la carne soit distribuée aux indigents du voisinage dans le secret de Dieu, ngir Yàlla rek. Mais à côté et tout autour, il y a le diable rôdeur. Le monde est fait de cette dualité et il faut choisir son bord, les deux étant incompatibles. Dewenati. Assalamu alaikum. Dewenati Oumar Diaw, le projet de loi relatif aux activités physiques et sportives passé au crible par les acteurs du secteur. Le ministre des Sports veut mettre fin à un long processus d'élaboration des textes qui régissent le sport sénégalais. Toutes les fédérations, le SCNOS, le ministère ainsi que d'autres acteurs ont pris part à l'atelier de partage de l'avant-projet à Bibombaye. Il y a un peu plus de 10 ans, elle était simple rapporteure dans cet exercice et aujourd'hui, elle est la ministre qui dirige les travaux avec une petite dose d'humour sportive pour s'adresser aux représentants du CNOS. Mais pourquoi vous avez fait profil bas? Parce que moi, je ne fais que parachever le chemin qui a été parcouru depuis lors, n'est-ce pas? Vous êtes très modeste, hein? Et moi, je m'attendais quand même à un rappel historique des faits et du cheminement. Rappel historique et cheminement pour mettre sur la table des acteurs le projet de loi relative aux activités physiques et sportives. Une œuvre à bâtir, un processus à parachever, toute une joie pour le ministre des Sports. Cette joie, vous pouvez l'imaginer, mais procurée par le sentiment de voir se concrétiser un engagement solennel que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
Mais mon plaisir est d'autant plus grand comme témoin de l'histoire que je retrouve aujourd'hui dans cette salle des personnes avec qui j'ai porté cette réflexion. J'avais pris part activement à ce processus en tant que rapporteur de la commission chargée de statuer sur les textes relatifs à la formation et les ressources humaines. Le processus date de 2013 et doit faire l'objet de toilettage, d'autant qu'on ne peut développer le sport avec un cadre juridique vieux de 40 ans dans un secteur sportif aux enjeux multiples. Le code, c'est une initiative qui date de bientôt plus de 10 ans. Une réflexion qui avait été engagée en 2013 et qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Quand on ajoute à cela le fait que le cadre juridique qui régit le sport sénégalais actuellement date de 1984, près de 40 ans, ça montre aujourd'hui qu'il y a vraiment urgence. Et le sport, entre-temps, est devenu un enjeu de société, un enjeu économique, un enjeu politique, même un enjeu sociétal. Le sport est devenu un enjeu géostratégique. Beaucoup de choses ont évolué entre-temps, donc il était normal que cette réflexion soit lancée. Ainsi, les acteurs du sport, toutes disciplines confondues, ont tous l'occasion d'apporter leur input dans cet ambitieux projet de loi qui doit régir le sport sénégalais et le porter au sommet de la gloire. Tous les travaux concernant les chantiers des JOJ sont tous contrôlés. Il ne reste que les autorités pour lancer officiellement les travaux. Le vice-président du CNOS, Ibrahim Awad, y a apporté des éclairages au micro d'Habib Mbaye. Je peux vous rassurer sur une chose, tout est sous contrôle à tous les niveaux. Comme j'ai l'habitude de dire, les deux seuls chantiers sur lesquels nous sommes engagés, c'est la rénovation du stade Iba Mar Diop. Vous avez dû suivre il y a quelques jours toute l'opération, j'allais dire environnementale, qui a consisté à enlever une trentaine d'arbres et les replanter, les baobabs, des palmiers. Et dans un avenir très très proche, nous sommes en train de scruter l'agenda des plus hautes autorités de ce pays pour formellement lancer les travaux. Mais quand vous allez à Iba Mar Diop, aujourd'hui les travaux ont commencé sur le terrain. Maintenant c'est le lancement officiel qui reste. Il en est de même aussi au niveau de la piscine olympique du Tour de l'Œuf. Sinon, toutes les activités de programmation opérationnelle sont sur le terrain. Nous discutons régulièrement avec l'ensemble des acteurs prenants au niveau de Dakar, de Diamniadio et de Saly, que ce soit au niveau du village olympique. Bref, les choses sont sous contrôle et on continue à maintenir le bon rythme. En religion, le diocèse de Ziguinchor a un nouvel évêque depuis ce jeudi 20 juin. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga a été nommé par le pape François. Il succède ainsi officiellement à Paul Label Mamba à la tête du diocèse de Ziguinchor. L'annonce a été comme une délivrance chez les fidèles du diocèse. Michel Mendy. Après plus de 2 ans de vacances, le diocèse de Ziguinchor a enfin un nouvel évêque. Jean-Baptiste Walter Manga remplace désormais Monseigneur Paul Abel Mamba, affecté à Tambacounda depuis 2021. À la cathédrale de Ziguinchor, l'annonce a résonné comme une délivrance chez les fidèles. Et j'ai jubilé, de contente, plein de joie. Aussitôt, je me suis rendue à la cathédrale et je les ai trouvés là-bas au chapiteau. Mais j'ai demandé la clé de l'église d'abord pour aller rendre grâce, pour dire merci au Seigneur pour le don qu'il nous a donné aujourd'hui. On est vraiment... Moi, je suis vraiment contente. Et tous les prêtres que j'ai trouvés ici, tout le monde était heureux. On était dans la joie, vraiment. Aujourd'hui, c'est une journée de joie, de bénédiction. Doctorant en ethnologie et en anthropologie, le nouvel élu était jusqu'ici le vice-recteur du grand séminaire de Brin et vicaire dominical à la paroisse du Bon Pasteur de Namport. Entre 2015 et 2021, il était le curé de la paroisse Saint-Benoît de Némont. Roger Napel était l'un de ses administrés. Il a eu la chance de le rencontrer à la veille de sa nomination. Quand je l'ai appris, j'étais dans les parages, tout près de la cathédrale. J'en ai profité pour venir faire au moins une dizaine pour le nouveau évêque. Vraiment, je suis très heureux d'apprendre la nouvelle. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué à Néma par sa gentillesse, son sens d'écoute et puis avec ses projets. Hier, je lui disais ça quand il était de passage à la maison. Je lui disais que vous nous avez laissé beaucoup de choses à Néma. Vraiment, il a beaucoup fait à Néma. Nous le remercions grandement. Parce qu'il avait beaucoup d'initiatives, il était super. Vraiment, merci pour la nouvelle.
merci pour le nouveau évêque, que son ministère aille dans de très bonnes conditions. Jean-Ba, comme l'appellent ses pairs, porte désormais l'étendard et les défis du diocèse sur le plus haut perchoir de l'église régionale. Des défis qu'il connaît bien pour avoir été l'un des acteurs du synode. Pour les relever, il peut compter sur le soutien de ses collaborateurs. Personnellement, je l'accueille avec beaucoup de joie parce que c'est quelqu'un qui a été un prêtre parmi nous, c'est-à-dire quelqu'un de très simple, d'abordable, quelqu'un qui a aussi cette joie de vivre, de joie d'être prêtre. Et c'est comme évêque que nous allons désormais l'accompagner dans ces nouvelles charges, des charges qui ne sont pas faciles, mais je crois que si nous tous nous mettons la main à la pâte, là, il pourra réussir véritablement cette mission. Les défis de ce diocèse sont immenses et certainement que d'ici quelques jours, il va se mettre au travail à vouloir relever ces défis. Dans les prochains jours, le nouvel évêque pourrait se rendre à Rome pour rencontrer le pape François avant de revenir pour la messe d'ordination prévue à la cathédrale de Ziguinchor. À noter que le nouvel évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, sera ordonné et installé dans ses nouvelles fonctions dans les jours à venir. Jeux Olympiques Paris 2024, un 7e athlète sénégalais vient de se qualifier. Il s'agit d'Ibrahima Diaw. C'est sa 2e qualification d'affilée aux Jeux Olympiques. Son objectif, c'est de faire mieux qu'à Tokyo. Ibrahima Mboup. La délégation sénégalaise aux JO de Paris s'agrandit. Après le canoë, le judo, le taekwondo, l'escrime et l'athlétisme, le tennis de table sera du rendez-vous grâce à Ibrahima Diaw, 49e au classement mondial. Le pongiste a validé son ticket pour la plus grande compétition sportive du monde. Je me suis qualifié grâce à mon classement mondial. Donc la Fédération internationale de tennis de table a donné des quotas à tous les continents. Et ensuite, justement, pour protéger les meilleurs joueurs du monde, alors ils ont laissé entre 10 et 15 places pour les meilleurs classés, au cas où si ces personnes ne se qualifiaient pas. Et comme je n'ai pas participé à la qualification africaine, donc du coup, j'ai pu avoir ma place grâce à mon classement mondial. Ibrahima Diaw est âgé de 31 ans. Il est né à Paris, la ville hôte des Jeux Olympiques. Sa 2e qualification aux JO a un goût particulier. Je suis très fier de ça, je suis très fier de pouvoir représenter le Sénégal et aussi diversifier aussi un peu le Sénégal au tennis de table. Donc peut-être que ça va aider justement plus de jeunes Sénégalais à pratiquer la discipline. J'ai vraiment hâte, en plus c'est à Paris. Voilà, moi je suis né à Paris et j'ai vraiment hâte justement de jouer là-bas devant ma famille. À 36 jours du début des Jeux Olympiques, Ibrahima Diaw mise sur une bonne préparation physique et mentale. Il veut passer un cap. Jouer les matchs point par point, match par match, essayer justement de oublier cette tension des Jeux Olympiques et voilà, de penser vraiment que la table c'est la même chose, c'est les mêmes adversaires que je vais affronter et me servir justement du drapeau sénégalais qui sera sur mon t-shirt et essayer justement de me battre et j'espère que justement celle-là va me donner la force d'aller un peu plus loin que ce que j'ai fait à Tokyo. Donc ça va être ça, de l'expérience et beaucoup de cœur et beaucoup de courage pour les Jeux Olympiques de Paris. Éliminé au premier tour à Tokyo, le premier pongiste de l'histoire du Sénégal aux Jeux Olympiques sait à quoi s'en tenir dans la cour des grands. Il est dans le top 100 mondial depuis 2019. Sport toujours, les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme démarrent demain à Douala au Cameroun. C'est du 21 au 26 juin. Les meilleurs athlètes du continent sont attendus à ce rendez-vous. La délégation sénégalaise est composée de 19 athlètes, 10 locaux et 9 expatriés. Les championnats d'Afrique sont qualificatifs aux Jeux Olympiques Paris 2024. Je vous retrouve tout à l'heure aux environs de 23h pour la dernière édition du soir. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure.